Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons débuter un cours sur les systèmes d'information géographique, qui s'appelle géomatique et géostatistique. Euh, Étant donné votre parcours, vous n'avez pas les bases théoriques de la géomatique, vous n'avez pas eu de cours sur l'analyse spatiale, vous n'avez pas eu cours de sémiologie graphique, et finalement, vous n'avez aucune base de géographie, hein, sauf peut-être certains d'entre vous. Et de ce fait, l'objectif de ce cours n'est pas de faire de vous des experts des SIG, des gestionnaires de bases de données ou que sais-je encore. L'objectif est simplement de faire en sorte que dans le domaine des géosciences, eh bien, vous soyez capable, d'utiliser les logiciels de SIG et de vous améliorer par vous-même et de répondre en fait, de savoir où trouver les réponses pour vous améliorer dans ce domaine-là. Parce que dans les domaines de l'environnement, c'est de plus en plus courant de recruter des gens qui ont des compétences en SIG parce que, maintenant quasiment toutes les entreprises les utilisent. Ça permet de faire des cartographies, de prévoir des travaux, d'évaluer, les risques environnementaux, liés à des pollutions. Enfin bref, ça permet de faire énormément de choses et donc c'est des méthodes qui sont de plus en plus utilisées. Donc je répète, l'objectif de ce cours n'est pas de faire de vous des experts, mais simplement de vous permettre de faire ces travaux de base, faire des cartes, aller sur le terrain, acquérir de la donnée, la mettre en forme, et voilà. Donc nous aurons 6 séances réparties du coup en 6 semaines, avec des cours qui vont de 4 heures à 8 heures. Donc globalement, les 3 premiers cours seront dédiés à l'utilisation de base des SIG. Donc dans ce premier cours, je vais surtout vous présenter l'interface. Je vais vous montrer où on peut trouver les différentes données, comment constituer une base de données simple, hein, encore une fois. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit très applicable. Et dans les prochains, on ira un petit peu plus loin. Lors du quatrième cours, on ira sur le terrain pour acquérir de nouvelles données, puisque jusque-là, vous allez faire que du traitement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu vous dire en premier. Qu'est-ce qu'un logiciel de SIG? Donc SIG pour système d'information géographique, eh bien c'est un logiciel qui est conçu pour recueillir de la donnée spatiale, pour la stocker. Donc c'est le stocker, c'est au sens très très large. Ça peut être soit dans un fichier physique, soit dans une base de données, on va dire relative, relationnelle, etc. Il y a plein de types de bases de données, mais encore une fois, nous on va rester sur une base de données très simple qui sera un dossier sur votre bureau, quelque chose de très palpable. Donc ensuite de traiter cette base de données, de l'analyser, de gérer aussi, cette base de données, même si là on utilisera assez peu, l'interface gestion de base de données puisqu'on va rester sur un fichier dans lequel on a des fichiers, qui sont, tous, clairement identifiés donc voilà, la simplicité. Et enfin, l'objectif aussi d'un système d'information géographique, eh bien, entre le fait de l'analyser et de la traiter, c'est aussi de présenter les résultats de cette analyse et ces traitements, sous forme de cartes, hein, généralement, même si bien évidemment il y a plein d'autres façons, de présenter cette information géographique, mais le principal vecteur de communication, eh bien, c'est la carte. Donc je vous apprendrai à faire ça, heu voilà, rien de très compliqué. L'objectif, c'est que ça tienne en 30 heures. Ça demandera du travail personnel et ça tombe bien, le logiciel QGIS peut se télécharger, très simplement sur internet. Je vais vous montrer d'ailleurs directement ça. Donc on met, QGIS dans Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. On peut faire bienvenue sur le projet, mais on peut cliquer directement sur télécharger et vous le téléchargez en cliquant là-dessus. Comme n'importe quel logiciel, il s'installe et tout. Donc vous vérifiez bien qu'il y a le petit cadenas, que c'est bien qgis.org. Vous voyez, vous pouvez directement aller sur le site, hein, parce que parfois peut y avoir des sites clones, hein, qui ressemblent et qui en fait ne sont pas les bons sites. Enfin bref, normalement sur QGIS, il n'y a jamais trop ce genre de problème. Vous le téléchargez et c'est bon.
Et donc, une fois téléchargé, installé, etc., vous pourrez lancer le logiciel. Donc vous aurez dans l'interface, ça va vous créer un petit dossier dans lequel il y aura plusieurs logiciels, mais celui que nous allons utiliser, c'est QGIS Desktop. Et là, vous allez avoir 3.30. quelque chose, ou je ne sais pas encore quelle version, puisque j'ai pas fait attention un instant. Enfin bref. Donc, les informations géographiques, on va commencer par là. Qu'est-ce que sont les informations géographiques? Eh bien, ce sont des informations spatiales qui ont des coordonnées géographiques. Qu'est-ce que les coordonnées géographiques? Si on va sur le site Géoportail, donc nous y sommes, là nous sommes à l'université de Reims, eh bien vous voyez que on va utiliser le système de coordonnées Lambert 93, qui sera celui qu'on utilisera tout le temps, puisqu'on va tout le temps travailler en France métropolitaine. Évidemment, si ce n'est pas le cas, on pourra en rediscuter, mais on va toujours rester dans des cas simples. Donc vous voyez, ici, au niveau des coquilles de l'université de Reims Champagne-Ardenne, nous avons des coordonnées géographiques qui sont de 730. Enfin, vous voyez là, ici, s'afficher les coordonnées géographiques en X et en Y. Eh bien, ça veut dire que chaque point sur cette carte a une localisation très précise. Donc évidemment, vous me direz, oui, eh bien ici, on est au 57 rue Pierre-Tétinger. Oui, c'est vrai, mais cette adresse, un logiciel qui veut traiter énormément de données, ça va pas être très efficace pour lui, parce que ça finalement, ça se convertit en beaucoup d'informations. Alors qu'une coordonnée géographique, c'est un X, un Y, on peut en mettre des milliers et des milliers, ça prend très peu de place, et donc c'est ce qui sera privilégié dans les systèmes d'information géographique. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver soit des images, donc si par exemple je fais un screenshot de cette image et que je lui attribue des points de coordonnées, eh bien j'aurai une image qui a finalement une adresse, hein, pour simplifier. Donc dans mon logiciel, je serai capable de le localiser. On verra, hein, dans les prochains cours comment faire ce genre d'étape. Et ensuite, si on met donc on a les images qu'on appelle des rasters, et on a aussi d'autres types de fichiers qui sont les points, les lignes et les polygones. Donc je pense d'ailleurs qu'on peut en faire directement sur ça. Vous voyez, on peut annoter la carte avec des points. Donc vous voyez, là on a la coordonnée en longitude et en latitude. Là encore, on enregistre. On peut faire des lignes. Voilà, on a la longueur de la ligne. À chaque point de cette ligne, on a des coordonnées qui permettent de savoir au logiciel que on est dans une ligne qui va de tel point à tel point, à tel point, à tel point, à tel point. Et enfin, on peut faire des polygones. Si on a envie de connaître des surfaces ou si on veut connaître d'autres informations sur cet objet. Donc vous voyez, là on a la surface. Évidemment, Géoportail, c'est pas réellement un logiciel de Sige, hein, même si ça permet de voir énormément de calques de type raster, si ça permet de mettre quelques points, lignes et polygones. Mais même si on peut enregistrer, exporter ces données-là, finalement, ça permet quand même pas d'aller très très loin. Et ça ne permet finalement que de créer quelques données et de visualiser quelques bases de données. Pour aller plus loin, il va falloir utiliser un système d'information géographique beaucoup plus complet, donc QGIS. Donc on va arriver dessus et je vais vous présenter à quoi ressemble ce logiciel. Bon, évidemment, on attend que ça se lance, hein, ça peut prendre un peu de temps. Donc une fois ouvert, le logiciel va se présenter de la façon suivante. Donc vous aurez vos précédents projets ici. Donc bah forcément, moi, j'en ai tout un tas, vous en aurez pas forcément. Vous allez retrouver donc les marque-pages, ça va être complètement vide. Hop, on les supprime.
Donc là, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'explorateur. C'est là où vous pouvez retrouver vos différentes bases de données. Ici, les couches. Donc c'est là où vous retrouverez les couches que vous aurez ouvertes. Donc soit des images, soit des fichiers de points, soit des fichiers de lignes, soit des fichiers de polygones. Et en dessous, l'éditeur de sommet. Ça, c'est un peu différent. On verra ensuite à quoi ça sert. De l'autre côté, on va trouver la boîte outils de traitement. Donc c'est ça qui vous permettra de faire la partie qui s'appelle analyser / traiter des SIG. Et ensuite, on a le visualisateur de résultats, etc. Ici, la fenêtre, en fait, toute cette fenêtre-là va devenir la fenêtre où on observe les différentes couches qui sont ouvertes. Donc, si on veut utiliser un logiciel de système d'information géographique, il faut bien évidemment avoir des fichiers à observer. Donc pour ça, on peut aller sur le site data.gouv, voilà, qui est un site qui collecte toutes les informations géographiques en France. Donc on peut aller dans le catalogue de données, voir un peu ce qu'on peut y retrouver. Donc là, on pourra télécharger le catalogue de données avec toutes les données. Mais si on veut, par exemple, directement un fichier, on peut mettre commune, voilà, et voir ce qui ressort. Donc, il y avait un petit peu trop de choix. Donc là, on a mis commune shapefile pour fichier de forme. Les fichiers de forme sont les fichiers qui vont être ouvrables dans les systèmes d'information géographique. Donc les fichiers de points, de lignes et polygones. Donc là, vous voyez, on trouve un fichier qui s'appelle découpage administratif communal français, issu d'OpenStreetMap, qui est un autre créateur de base de données. DataGouv, c'est plutôt de la synthèse de base de données. Et OpenStreetMap, c'est un groupe de personnes. Si je ne me trompe pas, c'est un Open Edition et c'est des bénévoles qui créent des données géographiques. Bon, là, je me trompe peut-être, mais dans l'idée, ils créent des données géographiques. Une fois qu'on est sur cette page, on peut télécharger notre première donnée géographique. Donc, vous voyez ici un fichier de forme .shp, donc en compressé, donc qui date du 1er janvier 2022. On le télécharge. C'est en cours de téléchargement. Je vous reprends quand c'est téléchargé. Et donc, dans nos téléchargements, nous avons retrouvé le fichier commune ici. Et nous allons créer notre première base de données. Donc là, on va faire un clic droit, nouveau, dossier, BD, TD1, 2023. Et on va mettre, moi c'est Julien Berthe, donc Jules, avec les 3 premières lettres de mon prénom, Hébert, BER, pour les 3 premières lettres de mon nom de famille. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'après, je vais collecter vos bases de données. J'aimerais que vous le remplissiez de la même manière, parce qu'évidemment, ça permet qu'il n'y ait aucun homologue et aucune ambiguïté. Je sais que c'est votre base de données, je sais que c'est le TD1, je sais que c'est pour l'année 2023, et je connais le début de votre nom et de votre prénom, ce qui fait que je n'aurai pas de mal à savoir quelle base de données et à qui. Je vais être un petit peu dur, mais si votre base de données n'est pas présentée de cette manière-là, je ne l'ouvrirai pas. Parce que sinon, après, il n'y a aucune rigueur et ça devient très compliqué de vous évaluer. Donc je répète, vous me présentez votre base de données de cette manière-là. C'est une habitude à prendre. Vous ne mettez pas d'espace, vous mettez des tirets du 8 pour séparer les différents morceaux. OK? Donc ça sera votre base de données. Dans cette base de données, donc on va l'ouvrir, on va la mettre sur le côté. On va également ouvrir notre deuxième base de données. Donc vous aurez sûrement un logiciel soit 7-Zip, soit WinRAR. Donc vous l'ouvrez, de toute façon ça se présentera de la même manière. Vous allez retrouver vos fichiers, vous copiez l'intégralité, vous le mettez directement
dans votre base de données. Donc à ce moment-là, si vous laissez comme ça, vous imaginez bien que ces fichiers-là, ils vont se mélanger au prochain, ils vont se mélanger au prochain, ils vont se mélanger au prochain. Donc après, ça deviendra un petit peu dur de les identifier. C'est pourquoi je vous encourage, donc ça c'est moins obligatoire, dès le moment que tout est dans la même base de données, à créer des sous-fichiers. Ici, le sous-fichier commune. Hop. On copie le tout et on le met dans le fichier commune. Vous voyez, c'est ici. De cette manière, dans le logiciel de SIG, on va retrouver dans le disque dur C, sur programme, autant pour moi, utilisateur. Donc je vais sur ma session. Donc vous, ça sera l'identifiant de votre session, hein. Moi, par exemple, ça peut être BER 0 quelque chose. Bon, ça sera à peu près de la même manière pour vous. Je vais aller dans mon bureau, donc dans Desktop. Donc j'ai tout un tas de choses, dont la BD TD1 2023 Jules Bert. Je clique droit dessus, je fais Ajouter au marque-page. De cette manière, je peux refermer tout ça et je vais retrouver dans mon onglet en haut marque-page sur ma base de données. Quand je l'ouvre, je retrouve mon sous-fichier commune et dedans, je retrouve mon fichier de forme des communes. Je l'ouvre et là, la magie opère. Je me retrouve avec toutes les communes de France. Donc c'est un petit peu lourd à charger. Et voilà. Donc bon, pour ceux qui connaissent un peu le coin, ils reconnaissent que Reims est ici. Mais peu importe. Et ceux qui ont l'habitude de voir des cartes de la France vont me dire, monsieur, c'est un peu déformé. Effectivement, c'est un peu déformé. Et la faute à quoi? Ce fichier est dans un système de coordonnées. Si vous regardez multipoint ESPG 4326, en fait, ce système de coordonnées, c'est le Web Mercator qui correspond finalement au WGS 84, qui est le système de coordonnées qu'on a dans les GPS. Donc en longitude et latitude qui sont en degrés. Donc on va modifier ça. Vous voyez ici en bas à droite, on va dire à notre logiciel, je ne veux pas de ce système de coordonnées. Donc vous voyez ici, WGS 84. Je veux le RGF 93, donc Lambert 93. Donc vous n'aurez probablement pas déjà d'enregistrer ici les systèmes de coordonnées. Donc vous marquez simplement 2154, ce qui permet ici de retrouver notre RGF 93. On clique dessus, on applique et on fait OK. Et là, normalement, vous retrouvez une France qui ressemble un petit peu plus à celle qu'on a l'habitude sur les cartes françaises. Vous voyez, toujours pareil, si vous connaissez la commune de Reims, vous dites « Ah bah oui, effectivement, ça ressemble un petit peu plus à ce que j'ai l'habitude ». Donc là, c'est le moment où je vous explique comment on fait pour naviguer dans tout ça, parce que là, je vous dis, on a ouvert le premier fichier de forme, etc. Mais en bas, on peut voir qu'on a des coordonnées géographiques, ce qui confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure, que chaque point a une coordonnée. On est dans le système Lambert 93, c'est pour ça que les chiffres sont comme ça et que c'est pas en degrés, c'est en mètres. Si on veut zoomer, eh bien c'est avec la molette de la souris. Vers l'avant, on zoome, vers l'arrière, on dézoome. On peut aussi le faire à partir des petites loupes ici. On clique, on zoome. Le moins, on clique, on dézoome. Mais on peut aussi zoomer en prenant notre loupe et en sélectionnant une zone. Voilà, de cette manière, on vient zoomer à fond sur cette même zone. Pareil pour dézoomer, voilà. Là, on n'a plus envie de zoomer ou dézoomer, mais on est bloqué, on est toujours avec cette loupe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient recliquer sur la petite main, se déplacer sur la carte. Voilà. On peut également faire des sélections avec les outils qui se trouvent ici. Vous voyez ici, je vais sélectionner Reims. Ça, c'est un petit peu tout sur les outils de navigation. On verra d'autres choses dans les prochains cours. On désélectionne et on va continuer notre travail. Donc c'est un fichier de polygone, mais il existe plein d'autres fichiers et je vais vous montrer où les trouver. Deux sources principales de données en France,
le site DataGouv, sur lequel vous retrouverez énormément de données, et le site de l'IGN. Donc on va mettre IGN, données, et on arrive directement sur téléchargement géoservice du IGN. On clique dessus, et là on va retrouver tout plein de données sur l'ensemble de la France. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à Reims. Voilà, donc on va cliquer sur Châlons-Champagne, parce que c'est ce qui va nous proposer toutes les données en fait sur le secteur de Reims. Donc vous voyez à droite, vous avez énormément de données. Donc nous, on va s'intéresser à deux données. Des données de type image, donc ce qu'on appelle des données de raster. On va prendre par exemple la BD Alti 25 mètres. C'est une image du relief, et vous allez voir une fois qu'on va l'ouvrir, qui permet de voir les altitudes en tout point dans la Marne. Donc moi, ce que je fais, c'est que je maintiens la touche contrôle et je clique ensuite dessus, ce qui permet d'ouvrir une nouvelle page. Parce que si vous cliquez dessus, ça va fermer celle-là et ouvrir celle-ci. Et si vous avez l'intention de télécharger plusieurs fichiers, bah, du coup, ça va être un peu plus compliqué. Donc on vient ici, on accepte les conditions d'utilisation de la BD Alti 25 mètres et on peut la télécharger. On vient télécharger également la BD Topo. Je vais regarder si on a autre chose. Oui, voilà. Et on va le télécharger en shapefile. Les géopactages, ça marche aussi. Hein, c'est justement fait pour QGIS. Mais personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser que les shapefiles. Donc, on va télécharger shapefile. Mais libre à vous de découvrir. Hein. Donc, pareil, hein, je clique sur ma touche contrôle, je reclique. Ce qui permet d'ouvrir un fichier à côté qui s'appelle la BD Topo. On accepte les conditions d'utilisation et on télécharge également. Avec ça, vous aurez quasiment de faire presque tout ce que vous souhaitez, en tout cas sur la Marne, hein. Après vous pouvez le télécharger pour les autres départements, heu, parce que honnêtement, on y retrouve quasiment toutes les données usuelles du territoire. Évidemment, si vous ne travaillez pas sur la France ou sur la France métropolitaine, parce que des fois tout n'est pas disponible, vous aurez besoin de passer par d'autres portails de données. Ou si vous souhaitez des données plus spécifiques, de la même manière, vous devrez passer par d'autres bases de données. Au cours des prochains TD, on fera quelques petits exemples de comment récupérer des données ailleurs, mais ce n'est pas réellement le propos de cette séance. Là, le but, c'est vraiment de vous familiariser avec l'interface du logiciel, de faire une petite carte simple. On va voir tout ça. Donc, je mets en pause le temps que les téléchargements se terminent. Une fois réalisé, nous allons ouvrir nos téléchargements. Hop. Nous allons récupérer nos deux fichiers qui sont apparus. On les pose sur notre bureau. On les ouvre. On va cliquer sur notre base de données et hop, on va la coller dans notre base de données. Vous voyez, on récupère la base de données pour la coller. Donc elle s'appelle BD, Alti, V2, etc. Le nom est assez long. On va appeler ça, on va renommer ça MNT 25 mètres. Voilà, beaucoup plus simple. Ce que j'aime bien, c'est enlever les espaces et mettre des tirets du 8. BD Topo, on l'ouvre. Hop, on la colle. Donc là, elle est beaucoup plus lourde. Ça va prendre un petit peu de temps à décompresser. Comme vous le voyez, elle fait 2 Go 5. Alors que quand on l'a téléchargée, elle faisait que 120 MO. Donc c'est vraiment bien compressé. Pareil, on la renomme pour simplifier l'affaire. BD Topo. Hop, on n'en parle plus. On supprime nos deux fichiers. Parce que ça pèse quand même un certain poids. Et maintenant, on a une base de données avec un certain nombre de choses. Et on va pouvoir commencer à travailler avec. Bon, là, c'était simplement pour vous présenter la base de données du gouvernement, DataGouv, qui fait la synthèse de beaucoup de données. Mais en réalité, vu qu'on va travailler que sur la Marne aujourd'hui, on n'aura pas besoin du fichier des communes. Donc, on le supprime. Et à partir de ce moment-là, moi, je vous conseille de ne jamais aller toucher dans votre
base de données ici, quoi que ce soit, sauf pour importer des nouvelles données. Et donc là, on va supprimer ce fichier de commune qui ne nous sera pas utile aujourd'hui. Donc on va faire clic droit sur le fichier dans notre base de données, dans notre gestionnaire de base de données ici, dans l'explorateur, et on va venir supprimer. Donc où est-ce que c'est? Je ne le vois pas. Oula. Ah voilà, gérer, supprimer. Oui. Hop, et on n'en parle plus. Est-ce qu'on peut aussi supprimer ça? Non. Dans ce cas-là, là on voit que le fichier est vide à part le fichier texte descriptif et le fichier de la licence, donc on peut le supprimer. Voilà. Mais par contre, pour manipuler tous les points SHP, etc., passez toujours par cette interface-là. Donc on va découvrir maintenant ce qui se cache dans ces deux bases de données-là. Vous voyez ici, on a toute une arborescence avec un fichier lisez-moi, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se trouve dans le 1, les données de livraison. Et plus précisément, dans ce fichier-là, où on voit qu'on a 136 MO et tout un tas de fichiers .asc. Qu'est-ce que sont ces fichiers? On ne sait pas. Eh bien, on va aller les ouvrir depuis ici. Idéalement, on peut l'ouvrir en ajoutant nouvelle couche raster, bon, c'est quelque part, mais en réalité, on ne va pas s'embêter. Encore une fois, là, le but, c'est d'avoir une appréhension simple du logiciel. Donc, on vient chercher ici, on clique sur le premier, on maintient la touche maj du clavier, on clique sur le dernier, et on peut tout ouvrir. Donc, j'ai tout glissé dans le visualisateur de couches. Pareil, ça peut prendre un certain temps à ouvrir. Une fois ouvert, on se retrouve avec une belle image comme ça. Comme vous le voyez, eh bien, pour les connaisseurs, eh bien, on reconnaît la montagne de Reims ici, la petite montagne ici, le mont de Beru, les monts de Champagne, etc. Donc Reims se trouve à peu près par ici. Donc ça, c'est une image du relief du sol, enfin de l'altitude du sol, puisque si on clique sur le petit bouton ici, identifier des entités, eh bien, on est capable d'avoir une altitude ici, hop, la bande nous rend une réponse de 77,29, soit 77,29 mètres d'altitude, et à peu près au Mont Sinaï en montagne de Reims, eh bien 281,4 mètres d'altitude. Voilà. Globalement, comme vous pouvez le constater, puisque ce sont des images indépendantes, eh bien, on se retrouve avec plein de petites vignettes qui ont des couleurs un peu contrastées. On peut assembler toutes ces images, c'est ce qu'on appelle la fusion des rasters, donc on a plein de petits rasters. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez, hein, vous cliquez, vous cherchez fusionner raster et vous allez trouver hein, QGIS, parce que je crois que je fais la même sur ArcGIS. Voilà, hein, c'est juste pour vous dire, de toute façon l'objectif là, c'est simplement de vous montrer à quoi ressemble une image de type raster, donc c'est des pixels, comme vous pouvez le constater ici. Donc chaque pixel présente l'altitude, donc c'est une image, ça aurait pu être une photo, c'est ce qu'on appelle les orthophotos, hein. Sur le site de IGN, vous pouvez télécharger les orthophotos, donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, si on va ici, eh bien ce qu'on voit ici, c'est une orthophoto. Et précisément, ici, on observe l'orthophoto haute résolution de l'IGN qui est au 20 cm. Donc autant dire que c'est quand même très précis. Sauf que ce fichier-là est horriblement lourd et donc assez long à télécharger. Donc vous pouvez télécharger des photos un petit peu moins bonne qualité, qui ont été faites plus anciennement, avec des résolutions de 50 cm, voire, je ne sais pas si c'est encore trouvable, mais de 1 mètre ou 5 mètres, etc. Qui permettent d'avoir un fond, on va dire, en étant un peu loin, qui est une résolution raisonnable. Parce qu'évidemment, là, 20 cm, si c'était 50 ou 1 mètre, on verrait pas vraiment la différence. Mais bon, c'est pour ça que c'est utile d'utiliser les bases de données adaptées à l'échelle à laquelle on travaille. Nous, dans notre cas, on travaille à l'échelle d'un département. Donc là, on a la Marne, qui fait à peu près cette zone-là. Et d'ailleurs, si on veut voir son emprise, eh bien, on va pouvoir utiliser
notre BD topo. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir refermer toutes les petites vignettes. Hop, on va supprimer ça, ce sera plus simple. On va juste venir prendre du premier, on maintient la touche maj le dernier, clic droit, et on va venir grouper tout ça. Grouper la sélection. On va appeler ça MNT 25 mètres. Si jamais vous avez cliqué à côté, bon bah vous pouvez recliquer dessus, faire clic droit et faire renommer, hein, parce que si vous avez enlevé le surlignage, bah forcément vous allez vous dire ah mince, je sais plus comment modifier le titre de ma couche. On le ferme et on le décoche. Comme ça nous embête plus. Donc, on va maintenant ouvrir dans la BD topo les données de livraison, toujours pareil, c'est le premier. On ouvre et là on se retrouve avec tout un tas de fichiers. Donc dans ces fichiers, je vous laisserai les explorer, mais on retrouve notamment l'administratif avec les départements, le département en particulier et ses voisins. Donc ici on a la Marne et autour l'Argonne, l'Aube, etc. Et ce qui nous intéresse, par exemple, si on met par-dessus, eh bien, c'est que on a tout le modèle numérique de terrain de la Marne. D'ailleurs, là on est un peu embêté, ça prend l'intégralité de l'espace. On voudrait voir un peu au travers, on ne voudrait avoir que les contours. Pareil, on double-clique sur la petite vignette rose, ça nous ouvre directement l'onglet de symbologie de notre couche. Donc c'est finalement l'affichage. Et on peut aller choisir un contour bleu par exemple, avec tout un tas de paramètres qu'on peut venir choisir ici. Mais nous on va rester simple encore une fois. Contour bleu. OK. Maintenant si on fait apparaître notre MNT, on voit que c'est dans la bonne zone, mais on se dit mince, j'aimerais bien que le contour bleu il soit devant. Eh bien c'est simple parce que dans le visualisateur de couche, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que si je prends et que je glisse mon MNT derrière, eh bien il passe derrière. Et on retrouve bien le contour par-dessus. Vous voyez, je vous ai pas menti, on a bien le MNT de l'intégralité de la Marne. On peut d'ailleurs vérifier qu'il s'agit bien de la Marne en cliquant, donc là, un peu embêtant, vu qu'on a créé un vide à l'intérieur, on n'est pas capable de le sectionner. Donc si je prends par exemple ce remplissage, eh bien on est capable de cliquer sur les informations, de cliquer dessus et de retrouver quoi? Eh bien qu'on est sur cette image, vous voyez qui est sectionnée en rouge, on est bien sur le département 51 qui correspond à la Marne. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est ça qui est intéressant. C'est que sur un modèle numérique de terrain, donc là on va le décocher, hop. Sur un modèle numérique de terrain, on a une seule information. On n'a que l'altitude. À la limite, si on a une image, on ne va pas avoir juste l'altitude, on aura trois informations. On aura le niveau de bleu, le niveau de vert et le niveau de rouge, qui permet de donner la couleur à la cellule. Sauf que là, on voit qu'on a un niveau de gris parce qu'en réalité, la seule information présentée, c'est l'élévation. Vous voyez? Donc il n'y a qu'une seule bande. Donc généralement, sur une image, on va retrouver entre une et trois bandes. Évidemment, si on prend des images satellites, on va avoir plus de bandes. Mais généralement, elles seront séparées dans différents fichiers. Elles ne seront pas toutes sur la même image. Donc en général, on retrouve une à trois bandes sur un donné en pixels, donc en raster. Alors que pour les départements, on est sur un fichier de polygones. Donc c'est pareil pour les lignes, c'est pareil pour les points. Et là, on a déjà l'information sur la forme, mais qu'on ne retrouve pas dans notre table ici. Mais on retrouve par contre un identifiant, un code INSPE du département, un code INSPE de la région, un nom, une date de création, une date de mise à jour, une date d'AP, etc., etc. Donc vous voyez, il y a énormément d'informations. Donc on se dit, mince, où sont stockées toutes ces informations qui vont avec ce simple polygone? Et bien sûr, on fait un clic droit sur le département et qu'on va ouvrir la table attributaire, eh bien on va retrouver pour chacun de nos polygones, vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc qui correspondent chacun à un polygone. On retrouve un certain nombre de colonnes avec des informations qui sont remplies dedans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une table attributaire.
On verra ensuite comment créer des fichiers où on peut mettre des points et où on peut y associer tout un tas d'attributs. Mais ça sera le propos d'un prochain cours. Donc vous voyez, cette entrée, donc on appelle ça des entités uniques, qui ont chacun leurs informations. Si on clique ici à droite, enfin à gauche je veux dire, on peut sélectionner un par un chacun des départements. Vous voyez? Et on retrouve toutes les informations qui vont avec. Une fois qu'on a fait ça, l'objectif va être relativement simple. Il est de créer une petite carte qui permettra de localiser l'université de Reims. Donc là, on va y aller en douceur. On va ouvrir. Donc là, on a ouvert le département. Encore une fois, est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher un fichier qui permette de donner un fond imagé de nos secteurs d'études. Donc on pourrait les télécharger sur, sur le site de l'IGN. Donc vous voyez, on revient là. On pourrait aller chercher la BD Ortho. Donc on clique dessus, on va voir ce que ça raconte. On fait j'accepte et j'ai lu les conditions. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh mon Dieu, il y a 9 fichiers de 4 gigas, enfin 8 de 4 gigas et 1 de 2 gigas à télécharger. Ensuite, il faut l'ouvrir, que ça recompile tout. Donc c'est extrêmement lourd, ça serait très très long à utiliser. En plus, là, j'ai cliqué sur l'infrarouge, donc j'ai l'air un peu bête. Mais bon, j'aurais pu cliquer sur le bon, je vous le dis, ça aurait été la même chose. Donc c'est beaucoup trop lourd. Vu que nous, on veut une image un petit peu généraliste, à la limite, vous voyez le fond qu'on observe ici, il nous irait très bien. Ce fond-là, bon bah là, c'est la BD Topo, enfin c'est le scan 25 de l'IGN. Donc là, c'est un peu modifié, je ne pourrais pas vous dire exactement c'est lequel, mais peu importe, on pourrait télécharger le scan 25 de l'IGN, sauf que il faut créer un compte pour pouvoir le télécharger. Donc je vous encourage à le faire hein, de votre côté, vous créez un compte ici, et puis ensuite vous allez chercher le scan 25 hein, qui doit se trouver quelque part. Vous voyez là, vous avez le scan 25. Mais voilà, il faut s'authentifier, il suffit de créer un compte, hein. Mais c'est un petit peu long, donc on va passer cette étape-là et on va plutôt faire autre chose, c'est qu'on va mettre ce qu'on appelle un flux. C'est-à-dire une image qui vient d'internet et qui nous permet d'avoir un fond, en direct, mais qui est pas téléchargé sur notre ordinateur. Bon, je vais fermer ça parce que sinon ça vous spoil un petit peu. On va aller chercher directement sur internet. Donc un flux, c'est ce qu'on appelle des, WMS ou des VMS. On va mettre VMS, OpenStreetMap, OSM et on va mettre Grand Est. Cette recherche est complètement orientée, je sais exactement ce que je vais aller chercher puisque je vais aller sur le site Data Grand Est et aller chercher le flux, OpenStreetMap. OpenStreetMap, hein, je crois que je l'ai dit précédemment, c'est une plateforme de mise à disposition de données qui est créée par le service, qui est un service, enfin bref, associatif, il me semble-t-il, et qui est mis à disposition sur le site du Grand Est avec un lien. Vous voyez, il suffit d'aller dans utilisation du logiciel QGIS. On va retrouver comment l'intégrer dans le logiciel. Donc il suffit de copier le lien ici. Voilà. De faire gérer une nouvelle couche WMS, etc. Donc pour ça, il suffit d'aller dans couche et de cliquer sur gestionnaire de sources de données. Donc ici, on l'a juste là également, hein. Ça nous ouvre cette page-là et on va aller dans WMS pour créer, pour importer une nouvelle donnée. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait nouveau. Nom, on va appeler OpenStreetMap. URL, CTRL-V. OpenStreetMap.datagouv, machin. Ça, on l'a vu sur le site internet tout à l'heure. On fait OK. Ça va nous le créer. Bon, il me dit qu'on va l'écraser parce qu'évidemment, je l'ai déjà créé précédemment, hein. Et on va cliquer sur connexion. On voit apparaître un certain nombre de calques. Vous le voyez avec ce symbole-là, c'est un symbole de raster, donc une image. Donc là, vous pouvez choisir n'importe lequel, par exemple le premier. On regarde si c'est intéressant. Oui, ça ressemble à ça. On a la forêt de la montagne de Reims, on a la ville de Reims, et on voit apparaître les principales routes. Donc là, on va fermer. On va zoomer. Donc c'est un petit peu ralenti. En attendant,
Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un point de localisation sur l'université de Reims. Donc, on va zoomer encore un petit peu. Donc, moi, je connais la localisation. Bon, bah, vous allez la prendre pour l'occasion. Donc, on peut regarder la boucle ici, l'hippodrome ici. Donc, ça doit se trouver un peu entre les deux. Donc, peut-être un peu au-dessus de l'hippodrome, le cimetière de l'Est. Voilà. Ici, on a le campus Croix-Rouge, dans cette zone-là. Voilà, Urca Croix-Rouge. Donc nous, on veut ajouter un point. Donc on va apprendre à créer notre premier fichier de points. Donc quelque chose de très simple. Je me répète beaucoup là-dessus, hein, mais c'est là, on n'est pas en train d'apprendre les grandes théories derrière l'utilisation des SIG. On est vraiment sur euh, plein de petits tips de base qui vont vous permettre ensuite de naviguer. Donc, on va directement aller dans notre base de données. Hop, on va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler euh, nouvelle donnée. Pas d'accent, euh, on va en créer plusieurs peut-être, donc on met des S partout. Pas d'accent, pas d'espace, même pas de majuscule, hein, comme ça au moins on prend pas de risque. On a un répertoire qui s'appelle nouvelle donnée. On clique droit dessus et dedans on va cliquer un nouveau fichier de forme. Donc un fichier qui peut être des points, des lignes ou des polygones. Ce fichier de forme, on va l'appeler, donc on va aller chercher l'emplacement où on veut. Donc on a cliqué sur les trois petits points, on va dans le bureau, dans notre base de données, dans nouvelles données, et on va le renommer loc UFR SHS. C'est vrai que pour vous, c'est pas le bon UFR, hein, puisque vous êtes à l'UFR SEN, mais bon. On enregistre. Donc là, on va dire qu'on veut créer un fichier de type point. On va laisser UTF-8. On va changer le système de coordonnées pour Lambert 93. Et on va créer un champ. Donc, vous allez voir ensuite à quoi ça sert. On va l'appeler nom. Voilà. On va dire que c'est du texte, qu'il y a 80. On va ajouter. Donc, vous voyez, on retrouvera deux champs dans notre, associés à notre fichier de points, le champ ID et le champ nom. Donc, vous voyez, j'ai mis deux, un M et un N. Peu importe. De toute façon, c'est pour l'exemple. On fait OK. Normalement, la couche va apparaître. Peut-être pas. Donc elle est ici. On va la glisser ici. Et voilà. Là, évidemment, si on clique droit dessus et qu'on va regarder ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, on a bien nos deux colonnes, mais on n'a rien. C'est complètement vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé d'entité. Donc forcément, il n'y a rien qui apparaît. Par contre, si on clique sur le petit crayon ici, à la limite, on ne va pas passer par ici, c'est pas le meilleur endroit. On va cliquer droit ici et on va cliquer sur le même petit crayon. Basculer en mode édition. Vous voyez, il y a une fenêtre qui apparaît là, avec tout un tas d'outils. Elle s'est mise en surbrillant quand je l'ai cliqué. Si on clique droit, qu'on fait basculer en mode édition, qu'on le reclique, hop, ça repasse en grisé. Si je reclique, pareil, ça peut marcher ici, hop, ça repasse en lumineux. Qu'est-ce qui passe en lumineux? C'est par exemple l'outil ajouter une entité ponctuelle. Si j'avais créé un fichier de polygone, parce que vous voyez quand j'ai fait le choix, hein, j'ai fait je le remonte parce que je ne suis pas certain de l'avoir dit, mais j'ai bien créé un fichier de géométrie type point. Donc si j'avais choisi polyligne ou polygone, j'aurais créé des fichiers de ligne ou des fichiers de polygone. Voilà, c'était juste pour éclaircir ça. Donc là, on va créer un nouveau point. On va le mettre à peu près au centre des coquilles, hein. On va l'appeler identifiant unique 1. Et non, on va appeler ça UFR SHS. On va même faire mieux que ça. On va créer 3 points, un pour chaque UFR. On va aller chercher, pareil, au sud de Reims. Ça doit être vers où? Maison Blanche, Institut Cancérologie, oui, c'est à peu près dans ce coin-là. Donc ça correspond à l'hôpital de Bray et ça à l'UFR Pharmacie Médecine de Reims. Hop, pareil, on le met sur le coin du bâtiment. Identifiant 2, il faut que ce soit unique, donc à chaque fois on met un identifiant différent. On met UFR,
On va simplifier, on va simplement mettre médecine. J'aime pas tellement mettre des majuscules et tout, donc voilà, on va quand même. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est quand on transvase une base de données vers une autre base de données, quand on commence à mettre des accents, des caractères spéciaux, ça passe pas toujours très bien. Donc autant les éviter, ça évite d'avoir des surprises par la suite. On fait OK. Et troisième point, là où nous nous trouvons au moment où vous faites le cours, hein, on a été au nord de Reims. Non, on n'est pas suffisamment au nord. Tac, tac, tac. Europe, avenue Farman. Centre de navigation. Ah, et voilà. Là, on est à l'UFR, sciences exactes et naturelles. On va choisir à peu près le centre, hein, là où on a les cailloux. Hop, on va l'appeler 3 et on va mettre UFR, sciences exactes et naturelles, SEN. Hop, on supprime le petit espace. On fait OK. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur dans ma table attributaire, donc je vais l'ouvrir. Et vous voyez, j'ai oublié de mettre un petit tiret entre le UFR et le SCN. Eh bien, tant que je suis en session de mise à jour, je peux revenir à l'intérieur et venir modifier tout ça. Donc on enregistre et on quitte la session de mise à jour. Maintenant, on ne peut plus rien modifier. On a créé une carte visuellement. Vous voyez, on ne peut plus rien modifier. Hein, j'ai arrêté la session de mise à jour. Donc on reprend le petit outil de navigation ici. J'ai créé une carte où on voit nos 3 UFR. Ce qu'on veut, bah, là, on a les différentes vignettes A4, A26, c'est nickel. Je veux juste afficher sur ma carte mes UFR dans Reims. Voilà. Donc une carte très simple. Seul truc qu'on va modifier, c'est qu'on va aller double-cliquer sur notre couche pour ouvrir les propriétés et on va mettre un affichage pour chacun des UFR. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire catégoriser. On va lui dire: «Ah bah, tu vas aller me chercher dans la colonne qui s'appelle nom». Bon, je l'avais mal rentré, hein, mais voilà. Et tu vas me les classer. Comme ça, on retrouve 3 choses: l'UFR SHS, l'UFR médecine et l'UFR SEN. Donc là, dans la légende, on veut changer un petit peu. Donc a priori, c'est pas passé, ma correction, peu importe. On va juste modifier la légende parce qu'après, quand on va l'ajouter, on veut pas qu'il y ait de faute d'orthographe. Hop, médecine et SEN. Si on veut faire bien, mais sciences humaines et sociales, sciences exactes et naturelles, UFR pharmacie et médecine, etc. Ça, je vous laisse faire de votre côté. On va un petit peu grossir le caractère, donc j'ai double-cliqué sur le symbole et je vais juste venir augmenter, par exemple, à 6 la taille du symbole. Hop, pareil ici, 6, et pareil ici, 6. Je vais aussi changer les couleurs, donc on va laisser, on va mettre rouge ici, voilà, jaune et vert, ça me va. Hop, on fait OK. Très bien, on voit où il se localise, on voit les voies d'accès. Finalement, c'est une carte relativement bateau qui ne sert pas à grand chose, mais qui permet un petit peu d'illustrer. On va passer maintenant au mode de mise à jour. Enfin, pas de mise à jour, qui permettent de faire des cartes. Mais bon, évidemment, à ce stade, on a quand même beaucoup travaillé et on n'a pas envie de perdre le travail qu'on a réalisé. C'est pourquoi on va venir l'enregistrer. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va venir cliquer sur Projet, Enregistrer sous, et on va aller du coup dans notre bureau, dans notre base de données, et on va venir enregistrer notre fichier. On va l'appeler Projet 1. C'est pas très évocateur. Oh, c'est pas très évocateur. On va plutôt appeler ça carte UFR Reims. Voilà, beaucoup plus évocateur. On enregistre et c'est tout bon. Dans notre base de données, ça va ressembler, hop, on vient en arrière, un petit fichier comme ça. Et si on le ferme et qu'on le rouvre, on va se retrouver exactement au même endroit.
Je vous encourage par ailleurs à toujours garder ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire mettre toute votre base de données et le fichier qui permet de l'enregistrer au même endroit. Parce que QGIS par défaut enregistre en mode relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, il va dire: ah ben moi j'ai ouvert tel fichier, tel fichier, tel fichier. Il se trouve par rapport à l'endroit où je suis enregistré, dans un fichier en arrière, il faut aller ensuite dans le fichier qui s'appelle comme ci, comme ça, etc. Donc si vous le mettez dans ce que j'appelle entre guillemets à la racine de votre base de données, c'est-à-dire à l'extérieur de toutes les sous-bases de données, de tous les fichiers ici, hein, eh bien ça permet que si vous déplacez l'intégralité du fichier BD, TD1, machin, eh bien j'aurai tout le temps la possibilité, en ouvrant ce fichier-là, d'aller récupérer dans toutes les sous-bases de données ici, l'intégralité des fichiers qu'il me faut. Une erreur vraiment classique, c'est qu'on m'envoie pour dire: ah bah oui, mon projet QGIS, j'envoie le projet QGIS ici, QGIS Project de 26 kilooctets. Sauf qu'en fait, vous vous doutez bien que dans 26 kilooctets, on n'a pas toutes les données qui sont ici. Et donc, là, c'est le problème. Je l'ouvre, plus rien ne s'affiche, le drame. Et donc, pour éviter ça, eh bien, il faut bien envoyer l'intégralité de la base de données. Donc, BD, TD1, 2023, etc. Avec votre nom et votre prénom. Donc, pour l'envoyer, évidemment, on verra la fin. On fait un clic droit, on compresse le fichier et on envoie le fichier compressé. Parce que sinon, pour moi, ça va être beaucoup trop long à télécharger. Et puis, en plus, si après on a beaucoup de fichiers, on n'aura plus aucun logiciel qui sera capable de transférer 1 millier de fichiers. Alors que un fichier compressé dans lequel on peut avoir des dizaines de milliers de fichiers, ça, c'est tout à fait envoyable simplement. Mais je vous montrerai à la fin pour cette partie-là. Et donc à ce stade, on va pouvoir mettre en page notre carte. Donc on va aller dans projet, on va faire nouvelle mise en page. On va appeler carte des UFR de Reims. On clique sur OK. Ça nous ouvre notre projet. Bon, il faut savoir un truc, c'est que pour le moment, on va pas chercher trop à naviguer, etc. dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir tout de suite le bon zoom. Donc, autant pour moi, là, je l'ai basculé sur un autre écran. On va mettre en petit plutôt. On va aller utiliser notre flèche de navigation et on va zoomer pour avoir à peu près ce secteur-là, où on voit Reims apparaître, Tinqueux et quelques autres noms. On revient sur notre carte. Donc, on va cliquer sur le 1.1 ici qui va permettre de zoomer sur la zone de notre carte. Donc là, vous voyez, elle est en paysage. On pourrait le changer dans propriété des pages. Donc ça, je vous laisse y regarder si vous avez envie. Mise en page, voilà, on a des choses. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une carte. Donc pour ça, on va cliquer sur ajouter une carte ici sur le bandeau de droite. Il se peut que le bandeau soit placé ailleurs, hein. De toute façon, vous cherchez le petit plus avec la page blanche. Vous voyez, automatiquement, on a des petites snapping, on va dire, qui se font un peu dans tous les coins, au milieu, voilà, comme on peut retrouver dans Word, hein, tout simplement. On va aller chercher le coin en haut à gauche, on va descendre en bas à droite, et magnifique, notre carte va apparaître. C'est très bien. Donc là, elle est bien centrée, etc. parce que j'ai pris la peine de bien la centrer ici. Si jamais c'est pas le cas, eh bien on peut aller cliquer sur carte, aller dans propriété de l'objet, modifier l'échelle et aussi modifier en tout cas la place qu'on observe. Donc voilà, en X et en Y, en changeant l'emprise, on peut directement aller faire exactement la zone qui nous intéresse. Enfin bref, je vous laisserai naviguer dans tout ça pour vous y familiariser. Sur YouTube, il y a des vidéos qui vous expliqueront comment mettre en page une belle carte. Je crois même que j'en ai fait sur le sujet. Mais bon, là, l'objectif, c'est surtout d'ajouter les différents éléments et que vous ayez la version la plus simple de comment on fait une carte. Donc, vous choisissez bien la zone que vous voulez montrer et ensuite vous l'ajoutez. Comme ça, pas de problème, c'est au plus simple. Évidemment, sur une carte, il faut quoi? Il faut une échelle. Donc, on va cliquer sur Ajouter une barre d'échelle. On va la mettre en bas à droite. Magnifique, elle apparaît. On va la déplacer. Hop.
Donc on va aller chercher l'outil qui est juste là, dont le nom n'apparaît pas. Très bien. Donc l'outil qui est juste là. Vous le reconnaissez, petit carré blanc autour, petit signe en pointillé et petite flèche au milieu, qui nous permet de redécaler notre échelle au bon endroit. De la même manière, là, elle n'est pas forcément super visible. En allant chercher dans les différents paramètres, vous allez trouver comment rajouter un fond blanc pour que ce soit plus propre. On va ajouter du texte parce qu'on a envie de savoir quand même que la carte qu'on est en train d'afficher, bah, on veut savoir ce que c'est. Donc, vous voyez là, on a rajouté un texte. Dans les propriétés de la zone de texte, on peut modifier pour dire carte des UFR de Reims. Voilà. On peut modifier les polices, la taille des polices, etc. Pareil dans tous les paramètres qu'on va retrouver en dessous. Là, c'est peut-être un peu proche du bord. Donc, on va légèrement le décaler. Voilà. On va ajouter une légende parce que sinon on ne sait pas quel UFR est quel UFR. Donc encore une fois, là tout à l'heure, on a pensé à changer dans nos UFR la légende, ce qui fait que là, la légende va directement être la bonne. Hop. Voilà. Donc là, on est un peu embêté parce que ça nous affiche des tonnes de choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc on va aller dans légende. On va agrandir un petit peu cette zone-là. On va... Ah oui, on va décocher la mise à jour auto. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Et on va supprimer ça. Pour ne laisser que notre légende avec les noms des UFR. Pareil, la légende n'est pas très joyeuse. On peut venir la modifier manuellement. UFR, hop, on supprime tout. UFR de Reims. Voilà, c'est fait. Et on peut supprimer la petite légende en plus. Voilà, on remet ça dans le coin. On n'en parle plus. Donc il nous manque maintenant un or à notre belle carte. Hop, nous voilà avec un or. Voilà. On va pas se le cacher, la carte n'est pas très jolie comme ça. Mais en naviguant dans les différents onglets qui sont ici, potentiellement en rezoomant un peu, ou en faisant pas mal d'autres manipulations, on peut la rendre beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, vous avez donc appris où trouver les bases de données, donc que ce soit sur le portail de l'hygiène, que ce soit sur DataGouv, que ce soit sur Data Grand Est. Vous savez que pour faire des recherches, je ne l'ai pas beaucoup dit, mais c'est bien de mettre ce que vous cherchez avec marqué derrière shapefile. Donc shapefile, ça sera forcément des fichiers soit avec des points, soit avec des lignes, soit avec des polygones. Vous avez vu que pour ajouter un fond, on peut mettre directement des flux WMS. Donc vous pouvez chercher sur Internet flux WMS pour fond orthophoto, etc. avec ce que vous voulez, etc., etc. Donc ça fait déjà énormément d'informations à assimiler. Je vous conseille de refaire cette carte-là afin d'assimiler toutes ces informations-là. De faire de votre mieux pour la rendre la plus sympathique possible et la plus lisible possible, parce que là on est quand même loin du compte. Et voilà, je vous montre pour terminer, on peut enregistrer le projet évidemment, et on peut surtout exporter la carte au format image. Ah, bon, on verra si ça passe. Et pareil, on le met dans notre base de données, on l'appelle carte des UFR de Reims, enregistré, on laisse tout par défaut, 300 dpi c'est bien, faut pas faire moins, on peut faire 600 si on veut avoir une meilleure qualité, mais c'est si ça se justifie. Là, dans le cadre d'une carte vraiment banale comme ça, c'est vraiment pas nécessaire.
Hop, on ouvre, on voit notre carte et là, magnifique, ça a fonctionné. On a bien notre carte avec quelques infos, avec les différentes routes, avec marqué Reims, avenue d'Épernay, Croix-Rouge. Vous voyez la qualité un petit peu moche pour le fond de carte. On aurait peut-être pu mettre 600 en DPI, ce qui aurait permis d'avoir une qualité un petit peu meilleure. Mais bon, globalement, si on a à Reims, qu'on a ça, bah, on peut zoomer, voir qu'il faut prendre la route de Dormans et puis tourner à droite. On arrive à Croix-Rouge ou sur avenue de Champagne au rond-point, hop, on tourne vers là pour aller sur l'UFR, du coup, j'ai même oublié son nom, de médecine, voilà, etc., etc. C'est une carte de localisation qui est vraiment très moche, mais bon, pour une première carte, eh bien, c'est déjà pas mal. Donc, j'attends vos productions. Évidemment, vous avez 4 heures pour faire un exercice, vous voyez, qui a pris à peu près 45 minutes, tout inclus. Donc, avec la familiarisation, etc., des bases de données. Donc, j'attends évidemment de votre part que vous me donniez des cartes qui sont un peu mieux que ça, mais en ayant exploré par vous-même. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Évidemment, je suis là pour toutes les questions. Et voilà.